il s'agit de cet avion, de cette frappe russe, il y a une semaine à Kharkiv. Regardez les images. Le 17 janvier, une bombe s'écrase, ou un missile s'écrase sur Kharkiv, sur un bâtiment. C'est dans le nord-est de l'Ukraine. Et que nous dit Moscou, quelques minutes, quelques heures après, que dans ce bâtiment, il y avait des mercenaires français qui auraient trouvé la mort dans cette frappe. Il y avait des mercenaires français. Paris a immédiatement démenti. Nous n'avons aucun mercenaire nulle part, d'abord, Et depuis, des enquêtes ont été menées conjointement par le ministère de la Défense et le Quai d'Orsay. Et ce matin est tombée donc cette affirmation selon laquelle il n'y a aucune réalité, c'est une manœuvre coordonnée de la Russie. La France fait l'objet d'une énième campagne de désinformation russe, grossière. Contrairement à d'autres, la France n'emploie pas de mercenaires. Général, et voilà ce que dit le ministre de la Défense, face à l'intensification de l'aide militaire, nous nous attendons à ce que cette manœuvre d'intoxication se poursuive. Nous la condamnons et nous renforçons notre dispositif de suivi de ces manipulations. Ce que confirme le ministre français de la Défense, c'est d'abord que Paris est visé. Et Paris est visé spécifiquement à travers cette information et que ça va continuer. Pourquoi ? Oui, ça va continuer parce que je pense que la France peut être une cible, je ne vais pas dire idéale, mais intéressante pour la Russie pour plusieurs raisons. D'abord, il y a eu des annonces sur le renforcement de l'aide française il n'y a pas très longtemps, donc ça donne l'occasion de pouvoir cibler la France qui aide l'Ukraine. Le deuxième point, c'est que aussi bien en Russie, où il y a un sentiment d'amitié, voire d'amour pour la France, et en France, une partie de l'opinion qui est en soutien de la Russie. Donc, en attaquant la France, vous avez un double objectif. Du côté russe, de dire, vous voyez, je vous l'avais bien dit, ça n'est pas l'Ukraine qui est contre nous, c'est l'Occident, dont la France, qui est contre nous. Et puis, en France, de pouvoir dire à la population qui est pro-russe, regardez ce que fait la France, etc. En soulignant ce que disait le ministre, le mercenariat est interdit et est illégal en France. Premier point. Oui. Deuxième point, je pense qu'il y a eu 3 ou 4 jours, parce qu'il y a quand même des enquêtes, on suit ceux qui vont combattre en Ukraine, sous le drapeau ukrainien, et donc on les identifie. Et donc, en 3 ou 4 jours, on est capable de savoir s'ils ont disparu ou s'ils sont toujours là. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que Moscou n'a pas lâché le morceau. Non. Parfois, il balance un mensonge éhonté et ensuite, bon, il le laisse prospérer. Mais là, ils ont entretenu, parce que hier, par exemple, a été organisé à la Douma, le Parlement russe, un vote qui dénonce la présence présumée de mercenaires français. Et ça a été communiqué à l'ensemble de la presse russe. Donc, une semaine après, Moscou insiste. Et on se demande quel est le dessein. Je pense qu'il y a une question, je rejoins ce que dit le général, cette question de faire de la pression aussi sur l'opinion publique, peut-être en interne, peut-être en France aussi. Il ne faut pas oublier que, je pense au reportage du Washington Post, que d'une certaine façon, c'est vu comme le maillon faible, la France aussi, par rapport aux pro-russes et à la sentiment pro-russe d'une certaine partie de la population. Donc je rejoins le général, je pense qu'il y a aussi une partie de faire pression par rapport à ce qui se passe. Comment est-ce que vous appréciez le communiqué français ? Parce que Moscou insiste lourdement, en allant jusqu'au Parlement, quand même faire voter une résolution. Paris, ce matin, réagit aussi fermement. Qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que effectivement, c'est un peu désagréable. Tout le monde sait. En plus, le gouvernement français, à plusieurs reprises, a cherché justement à dissuader les volontaires, parce qu'il y a une différence effectivement entre volontaires et mercenaires. Et là, il y a une ambiguïté dont les Russes se jouent. Il y a bien sûr des volontaires français qui sont dans l'armée ukrainienne. Il y en a d'ailleurs aussi, sans doute, dans l'armée russe. Mais donc là, les Russes cherchent à brouiller les cartes et les Français cherchent à remettre au point et à réagir énergiquement. Je partage entièrement l'analyse du général Trinquant. Il y a aussi la volonté de casser certains liens culturels, affectifs qui restent avec la Russie et qui sont très forts. On n'a qu'à voir les scores du cinéma français en Russie ou par exemple le maintien avec l'accord des autorités russes. C'est intéressant. Juste, je vous interromps. On a effectivement appris
que le cinéma français avait eu particulièrement de succès en Russie. Oui, mais C'est ça depuis que vous toujours. parlez de cette affinité culturelle qui existe. Et ça, Poutine, il veut le casser. Ben, en tout cas, il y en a en Russie qui veulent casser ça. Nous avons gardé notre dispositif culturel en Russie. Il a été épargné au point de vue économique, les firmes, tout ça, ça a été démantelé. Mais en revanche, le dispositif culturel, les Russes n'ont pas demandé la fermeture des centres culturels français, alors qu'ils ont demandé la fermeture des centres allemands ou américains. Ils veulent causer le divorce entre la culture française. Ils s'attaquent à ça. Je pense qu'il y a cet élément. Parce qu'ils ne supportent pas qu'il y ait, encore une fois, cette affinité qui puisse subsister au conflit. Entre lui en tout et cas, il y a une l'Occident. partie de la population qui ne le supporte pas, enfin du régime qui ne le supporte pas. Qui ne le supporte pas. Et pour ça, il faut disqualifier les Français et accuser la présence dénoncer la présence de mercenaires. Il y a aussi un autre élément qui est important. Ça passe, Un autre élément qui est important, c'est la livraison des scalps. Je parlais avec le directeur d'une très grande entreprise française qui était en train de négocier en douceur sa sortie du marché russe dans des conditions tout à fait honorables en revendant son entreprise. Et tout ça est tombé du jour au lendemain et son entreprise a été confisquée à partir du moment où la France a annoncé la livraison du scalp. Alors c'est un hommage à l'efficacité du scalp, mais en même temps, évidemment, c'est une réaction. Dans les heures qui ont suivi, il n'a pas pu négocier aussi. On lui a pris son entreprise. De façon aussi favorable. C'est très intéressant. Ça prouve vraiment qu'il y a une volonté de Moscou de se débarrasser de tout ce qui est français, de chasser. De réagir en tout cas au soutien qu'ils perçoivent comme accru à l'Ukraine. Général. 2 points. Le premier point sur cette amitié franco-russe, c'est un radio-trottoir, ça vaut ce que ça vaut. J'avais des amis qui étaient à Moscou il n'y a pas si longtemps que ça et qui me disaient, dans les rues de Moscou, les gens vous disaient l'OTAN, les Américains, les Allemands, mais ils aimaient toujours les Français. Il y avait toujours ce sentiment, cette affection vis-à-vis des Français, et donc je pense que cette campagne en est objectif. Et le deuxième point sur les scalps, oui, la France avait déjà livré des scalps, mais en sous-main, n'en avait pas parlé. Et là, il y a eu une annonce très claire de livraison de 40 scalps, ce qui ne peut pas passer inaperçu, parce que les premiers scalps ont déjà été utilisés en Crimée. On le sait, il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On sait que ce sont des scalps qui ont été utilisés, mais c'était dans le bruit de l'information peut-être, etc. Là, le président a clairement dit qu'il allait livrer 40 scalps. Donc ça ne peut pas passer inaperçu. Et donc je comprends bien la réaction russe sur une réaction comme ça, qui est parce qu'on sait que les scalps, c'est ce qui va permettre de frapper dans la profondeur, aussi bien... Alors je pense qu'il y a des caveats, comme on dit, pour ne pas les utiliser en Russie profonde. Mais en tout cas, en Crimée et dans les arrières du Donbass, ça peut être utilisé. Mais ça n'est pas au même moment. C'était aussi un moment où Poutine pensait arriver à ce sur quoi il capitalise depuis le début, c'est-à-dire une tiédeur du soutien occidental à l'Ukraine. Or, c'est vrai que ces annonces-là prouvent le contraire, en tout cas en ce qui concerne la France. C'est le but de ces annonces, donc, d'ailleurs. Ça l'agace, ou en tout cas, ça l'irrite. Bien sûr. Le mot est faible, encore plus. Philippe Gély. Il y a un autre objectif, je pense, qui est de convaincre les milieux pro-russes en France que le gouvernement ne leur dit pas tout. Ouais. On a des mercenaires, donc on est clairement dans une guerre de com', mais il faut bien reconnaître qu'on tombe dans le piège à chaque fois. On est presque à cause de notre mode de fonctionnement. La Russie accuse la France d'avoir des mercenaires en Ukraine, c'est un titre. La France dément la présence de mercenaires en Ukraine, c'est un deuxième titre. Mais entre-temps, les trolls russes, ils ont déjà fait des captures d'écran de nos sites, de nos chaînes, et ils les diffusent sur les réseaux sociaux, et ils en font des informations qui viendraient de nous à l'appui de leurs propres accusations. Et on tombe dedans à chaque fois. À cause du rythme de l'info, à cause du rythme des télés, à cause du rythme... Notre site internet a fait ce que je viens de décrire. Dans le quotidien, il n'y a pas eu une ligne, parce qu'on a le temps de réfléchir et on se donne le temps de vérifier. Mais en fait, ils savent très bien comment on fonctionne. Et 2 infos, ce qui pour nous sont 2 annonces factuelles, pour les agents de la propagande russe, c'est tout bénéfice. Non, c'est pas nouveau, hein. Diffamer, il en restera toujours quelque chose. Après, effectivement, c'est l'accélération, mais effectivement, il en reste toujours quelque chose, c'est vieux comme le monde. C'est exploité. Et quand on dénonce une information, eh bien, on relaie cette information initiale. Et pour les esprits
chaud. Et chauffer, effectivement, c'est du caviar. Maintenant, ça prouve effectivement que la désinformation à l'égard de la France, au débit de la France, enfin, bref, pas dans l'intérêt de la France, Paris s'en méfie de plus en plus. Et le redoute. Des raisons c'est aussi ça a été identifié, par exemple, pendant la dernière campagne présidentielle. Rappelez-vous, il y avait des mises en garde disant que les trolls russes, les agents d'influence, les disséminateurs de fausses informations intervenaient pour déstabiliser. D'ailleurs, ils interviennent dans tous les sens. Mais est-ce que la réaction française, très ferme, encore une fois, ils auraient pu laisser aller cette information, le fait de revenir une semaine après en disant c'est une manœuvre coordonnée, on a enquêté, etc. Est-ce que ça n'est pas aussi pour ne pas se laisser bouffer par la désinformation russe qui est très puissante? Oui, c'est la désinformation, on est au courant depuis longtemps. Hein. Souvenez-vous de l'intervention du président Macron devant le président Poutine dès qu'il a été élu. Donc on était au courant. Mais la stratégie pour contrer cette information, c'est quelque chose qui n'est pas si vieux que ça. Hein, les cercles d'influence, ça date de l'année dernière, en fait. Hein, aussi bien à l'état-major des armées qu'au Quai d'Orsay, où il y a une politique qui est mise en place. Et donc, la politique, ça consiste à dire qu'est-ce qu'on fait face à une réponse comme ça. Et là, apparemment, la décision qui est prise, c'est on contre-attaque et on y va, franchement. Alors qu'avant, peut-être qu'on laissait un peu glisser l'information. En réalité, la seule méthode efficace, ce serait de la dissuasion. Ce serait de se neutraliser en utilisant les mêmes méthodes, mais évidemment, dans les démocraties occidentales, on ne le fera pas. Mais la seule chose qui pourrait retenir Poutine et ses agents de faire les imbéciles dans des pays étrangers, ce serait la crainte que nous-mêmes, on cherche à déstabiliser leur propre régime chez eux. Mais on ne joue pas avec les mêmes règles. On n'en est pas là, en tout cas dans l'analyse du danger. On ne recourt pas aux mêmes règles. Voilà, et en face, ils ont un jeu toxique auquel on ne peut pas jouer, en tout cas facialement, c'est impossible. Donc on n'est pas en Zagal. Tout ça, ce sont des guerres secrètes. Alors, pardon ? C'est de la guerre secrète. C'est pas facialement. La Russie ne fait rien facialement. Ce sont des guerres secrètes. Donc, non, mais ils profèrent des mensonges caractérisés. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On s'interdit de le faire. Voilà. On espère. Je ne sais pas s'il y a eu une réflection stratégique. Il faut demander. Général. Je pense que stratégiquement, on espère que la vérité l'emportera sur le mensonge. Maintenant, je me réfère à un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps sur la guerre de l'information, qui est remarquable et qui vous dit qu'en fait, une fausse nouvelle tourne 6 fois plus sur les réseaux qu'une vérité. Et même dans le cerveau. Voilà. Il y a un biais cognitif. Donc qui contre fait cette guerre-là, on a du mal. C'est très curieux. Contre cette guerre-là, on arrive trop tard en l'espèce. On n'est plus, on n'est plus disponible à des informations effectivement négatives et toxiques, à des informations positives. C'est le cerveau qui veut ça. Je voudrais, à propos, puisqu'on parle de désinformation, j'ai été frappée par une affirmation du colonel Goya, il y a quelques jours dans l'émission de David Pujadas. Il était question du mouvement agricole. On sait de quoi on parle, on ne va pas revenir sur la nature de la mobilisation, mais il a émis quand même cette hypothèse selon laquelle les trolls russes soufflent sur les braises. Et là, on est vraiment aussi dans la désinformation, manipulation. Oui, qui viennent de la Russie. On l'a identifié, effectivement. Alors, attention, ce n'est pas la Russie qui est à l'origine de ce mouvement, mais comme d'habitude, ils mettent du sel sur toutes les plaies, systématiquement. Et donc, oui, on sait que les Russes ont commencé à jouer un peu sur les réseaux sociaux. Ça, c'est identifié. C'est ça aussi, la désinformation de laquelle on est victime. On souffle sur les braises, on met du sel sur les plaies. C'est une réaction immédiate de la Russie. Mais il faut faire attention de ne pas la mettre à l'origine, comme le dit le colonel Goya, il ne faut pas le mettre à l'origine des crises et des problèmes. Mais en tout cas, saisir toutes les crises pour pouvoir envenimer la situation, oui, ça fait partie. Ça vous paraît vraisemblable ? Oui, complètement. Mais on sait qu'ils ont une stratégie de chercher les faiblesses, les crises, pour déstabiliser, pas qu'en France, mais aux États-Unis et ailleurs, déstabiliser les pays. Ils cherchent assez largement à travers les réseaux sociaux, notamment. Donc, vous pensez que dans les usines de trolls russes, en ce moment, il y a des escouades de jeunes hackers ou de jeunes informaticiens qui n'arrêtent pas de relayer le plus de messages possible pour entretenir la flamme de la colère des agriculteurs français?
En fait, ça rentre dans le cadre d'un plan d'ensemble de communication russe en disant, vous voyez, vous soutenez l'Ukraine, vous bloquez les exportations de pétrole, vous limitez les exportations de gaz, etc. Et vous êtes le premier à en souffrir sur le plan économique. Donc chaque fois qu'il y a alors une récession en Allemagne, un trouble agricole en France et partout dans les pays qui soutiennent l'Ukraine, chaque fois, effectivement, c'est exploité. Alors je ne sais pas si c'est dans le cadre des usines à troll, mais c'est un thème majeur et unificateur, si je puis dire, de la communication russe. Vous payez le prix de votre soutien à l'Ukraine. Je pense qu'en l'espèce, il y a même un calcul politique derrière, qui est de l'analyse que font les observateurs, c'est qu'une grande partie du vote paysan se portera sur Marine Le Pen lors des prochaines présidentielles. Elle est considérée comme la meilleure amie de la Russie en France, à tort ou à raison. On soutient ceux qui protestent contre le gouvernement et qui, en plus, ont de bonnes chances de voter Front National, Rassemblement National aux prochaines élections. Un mot pour élargir un peu, effectivement, la focale, comme on dit couramment. Cette déclaration de Joseph Borrell, il y a quelques jours, qui a prévenu le chef de la diplomatie européenne, attention 2024, la désinformation est l'une des menaces les plus significatives à laquelle les démocraties doivent faire face. Et il dit cela, entre autres, parce que 2024, il y a un record d'élections et qui vont donner lieu à toutes les manipulations possibles et imaginables. Mais c'était intéressant qu'il souligne cela. C'est un phénomène qui est de plus en plus menaçant pour les démocraties. Et bon, on lutte, hein. On en parle. Le problème, c'est que les démocraties se reposent sur la transparence et la liberté d'opinion. Donc tout peut circuler. C'est comme une espèce de vanne ouverte pour des régimes qui, eux, au contraire, verrouillent les opinions. Donc oui, bien sûr que c'est la faiblesse des démocraties. Oui, Jean de Glignassi. Oui, j'ajouterai un troisième pilier à ce qu'a dit Philippe, c'est l'éducation. Or, il y a quand même une dégradation des systèmes éducatifs dans les démocraties, et donc la capacité de discriminer l'information, de la juger, de la filtrer est beaucoup moins grande chez les citoyens.